Bordeaux. Située au sud-ouest de la France, la ville est un musée à ciel ouvert. D'innombrables monuments témoignent de l'histoire architecturale et de la réussite commerciale de la ville. Le Grand Théâtre, la place de la Bourse, mais également la basilique Saint-Michel et son immense flèche. Nous sommes au Moyen Âge, en plein cœur du XIVe siècle. La ville est alors la capitale d'une principauté sous domination anglaise. À cette époque, Bordeaux est entouré de remparts. La ville, d'une superficie de moins d'1 km², est exiguë. Impossible d'y construire de grands monuments prestigieux. Le développement de la cité va se faire depuis l'extérieur de l'enceinte, dans les faubourgs. Un quartier en particulier va connaître un développement galopant. Le quartier Saint-Michel et ses 20 000 habitants. Le commerce est évidemment florissant, notamment le commerce du vin avec l'Angleterre. Et les marchands de Saint-Michel vont vraiment tirer leur épingle du jeu de ce commerce et vont s'enrichir. Et de la prospérité de la paroisse va naître un bâtiment rénové, reconstruit, sans doute à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle. La petite église paroissiale ne reflète plus la richesse et la prestance du quartier. Il est donc décidé d'édifier une église monumentale et un immense clocher de 114 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 43 étages. Il sera le plus haut monument en pierre de Bordeaux et du Royaume de France. Un véritable défi architectural. La paroisse étant à ce moment-là la plus peuplée de la ville, très probablement aussi la plus riche, on décide de construire un édifice dans le style gothique, la mode de l'époque. Le projet est de construire une immense église capable d'accueillir près d'1 millier de fidèles. Le monument mesurera 14 mètres de haut sur une surface de 1400 mètres carrés, l'équivalent de plus de 7 terrains de tennis. Il est décidé d'opter pour une architecture dite d'église-halle. Une église halle, c'est-à-dire une église avec 3 vaisseaux de hauteur identique. Simplement un vaisseau central flanqué de collatéraux de même hauteur. Et en fait, l'église de halle, ça a un avantage, c'est que vous avez un espace très grand, puisque les bas-côtés sont très hauts, et vous pouvez donc éclairer les nefs latérales par des très grandes fenêtres. Le chantier de cette incroyable église commence au début du XIVe siècle, en 1330. Les bâtisseurs ne le savent pas encore, mais les travaux vont connaître des rebondissements insensés. Le chantier va durer 250 ans. Lorsqu'on construit à l'époque gothique, il y a toujours un existant. Souvent, c'est l'église romane, ce qui est le cas aussi ici. Donc du coup, on va d'abord construire l'enveloppe autour du chevet pour qu'on ait une continuité du culte. Le chevet reste à l'intérieur, il reste encore en activité. La future église-halle vient donc envelopper l'église préexistante. La première étape est de délimiter la construction et d'élever les premiers murs. Une fois le nouveau chœur édifié et protégé de l'eau et du vent, l'ancienne église est progressivement détruite à mesure que l'on met en place les 11 piliers au centre du monument. Mais le chantier est ralenti, car même si les habitants du quartier Saint-Michel sont riches, la période n'est pas propice aux constructions de grande ampleur. Le XIVe siècle est un siècle de tous les périls. Ici à Bordeaux, on va avoir des inondations, on a eu des crises foncières, on a également l'épisode de peste qui touche ici la ville en 1348. Il y a la guerre de 100 ans qui, effectivement, n'est pas favorable au développement du commerce. Le chantier est ralenti, mais l'église-halle sort finalement de terre après un siècle de travaux. Nous sommes alors en l'an 1430.
L'église fait alors 50 mètres de long pour 25 mètres de large, auquel il faut ajouter dans la partie orientale les 3 absides pentagonales. Pour l'époque, les dimensions sont très importantes pour une église de volume halle. J'en ai pas trouvé pour une église paroissiale urbaine d'une telle dimension à l'époque. Alors que l'église halle, composée de 3 vaisseaux identiques, surmontée d'un toit, vient d'être achevée, un siècle après le début de sa construction, un retournement de situation va contraindre les bâtisseurs à revoir intégralement leur copie. Les standards architecturaux ont évolué. Désormais, pour être considérés comme prestigieux, les monuments religieux doivent être lumineux, élancés. Le conseil paroissial va alors prendre une décision radicale. Transformer l'église halle en une somptueuse basilique et ainsi augmenter le volume de l'édifice de 40%. Une église de type basilical, c'est-à-dire avec un haut vaisseau éclairé directement latéralement par des grandes baies. Symboliquement, on choisit une autre typologie parce qu'elle est plus prestigieuse. Elle est aussi extrêmement ambitieuse parce qu'effectivement, ça signifie qu'on va devoir casser ou en tout cas venir construire par-dessus ce que l'on vient tout juste d'achever. L'église basilicale est composée d'un haut vaisseau au centre, entouré de bas-côtés. L'objectif est lancer la nouvelle basilique en s'appuyant sur les murs de l'église halle. Un véritable défi technique, car les travaux ont pour objectif de doubler la hauteur du monument. Ces modifications de la mégastructure vont bouleverser les forces en jeu. En termes d'équilibre des poussées, il faut compenser l'abaissement des bas-côtés par des arcs-boutants qui viennent compenser les contrebutements que l'on a perdus. Initialement, les 3 vaisseaux de même hauteur compensaient les forces de toutes parts. Dès que l'on élève le haut vaisseau, le poids est concentré au centre et une pression verticale colossale menace les structures latérales. Pour éviter que les murs ne cèdent, 18 arcs-boutants sont installés à l'extérieur. Ils viennent reprendre les dizaines de tonnes de poussée du haut vaisseau et permettent à la basilique de tenir en place. Cette transformation de la structure a nécessité de nombreux savoir-faire et 125 années de chantier. Si les bâtisseurs avaient anticipé la construction d'immenses arcs-boutants, ils n'avaient en revanche pas prévu un élément qui, 4 siècles plus tard, menace l'église de s'effondrer. Nous sommes alors au cœur de la Révolution française et les piliers inquiètent. Cette faiblesse des piliers, a posteriori, on peut l'expliquer parce que lorsqu'on est passé du chantier gothique rayonnant au chantier gothique flamboyant, on a repris le même profil et donc du coup la même épaisseur de piliers, qui était adapté pour une église de 14 mètres de haut et pas pour une église de 24 mètres de haut. Les murs et les piliers de la basilique, initialement prévus pour soutenir le poids de l'église halle, n'ont pas été redimensionnés pour le nouvel édifice. Avec le temps, les piliers et les murs commencent à plier et à se tordre. Sous le poids des voûtes du haut vaisseau, il se perd ce qu'on appelle un déversement, c'est-à-dire qu'il y a un bombement vers l'intérieur de l'édifice sous le poids de la voûte du haut vaisseau, mais également sous les poussées latérales des voûtes des bas-côtés. Pour la 3e fois de son histoire, l'église doit être totalement repensée et reconstruite. Un tiers du monument est détruit, les 6 piliers du chevet ainsi que les voûtes. Le sous-sol est également creusé à plus de 8 mètres de profondeur pour assurer de nouvelles fondations. Mais la proximité du fleuve et les marées importantes compliquent les travaux. Le chantier va être absolument dantesque parce qu'on est juste à côté de la Garonne, on est en plein hiver, on est obligé de pomper de jour et de nuit pour évacuer l'eau. Et puis donc, progressivement, entre 1860 et 1864, on va reconstruire les piliers selon une forme qui est un petit peu différente. Ils sont élargis, ils sont épaissis. On va essayer aussi de régulariser un petit peu le plan.